Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Maude Lamont, qui est une stratège en lancement, qui est une copywriter féministe. Maude, c'est une grande passionnée de marketing éthique. Puis, dans le fond, là, sa mission, c'est vraiment d'aider ses clientes à créer du contenu web qui est intentionnel, puis des stratégies marketing féeriques. Maude, t'es une personne féerique, pétillante. Peux-tu nous parler de comment t'es tombé dans ce type de marketing-là, où est-ce que tu allies le copywriting, la créativité et toute la notion aussi d'éthique et de féerie? Oui, le parcours un peu atypique que j'ai, c'est que j'ai pas du tout une formation en marketing à la base, mais j'ai toujours travaillé dans des petites entreprises. Mes parents sont entrepreneurs, mon grand-père est entrepreneur, puis dans des PME, veux pas, tu es en contact aussi avec les entrepreneurs directs qui ont bâti ça. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Mais jeune adulte, je voyais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est trop stressant, je me voyais pas vivre ça. Puis avec l'arrivée de mes enfants dans ma vie, euh, ça a comme changé plein d'affaires dans ma façon de voir. Tu sais, mes priorités étaient plus les mêmes, évidemment. J'avais le goût de prendre mon temps à la maison. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la rédaction web comme ça. Puis vite, j'ai retrouvé la piqûre de la vente. Donc, je suis tombée dans le marketing. Et le côté féerique, puis tout ça, c'était venu au début d'une idée avec mon infolettre où je cherchais un concept différent que juste une infolettre normale. Donc, je me suis mis à réécrire les contes de fées sans patriarcat. Fait que je m'amusais à imaginer, exemple Cendrillon, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans une société pas patriarcale au lieu d'attendre que le prince charmant vienne la sauver. La fée marraine, elle aurait peut-être pu juste lui donner une paire de souliers de course puis lui dire de s'en aller, tu sais, comme. Fait que j'ai commencé à jouer avec tout ça un peu partout parce que un coup que tu rentres, je pense, dans cette marmite-là de voir, tu sais, tous les stéréotypes qui nous emprisonnent, après, tu peux plus, tu sais, t'écoutes n'importe quel film, j'écoute un film avec mes enfants puis on les voit, là. Fait que là, c'est devenu un peu une source pour alimenter le côté créatif. Puis je trouve que tout ce qui est féminisme, ça rejoint aussi l'éthique puis tout ça parce que c'est aussi de voir comment le marketing, souvent qui est très toxique, c'est très masculin, dans la performance, puis dans tout le côté hustle, versus le côté féminin, qui souvent est plus dans le côté relationnel. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené, je pense, à ce mix-là. Super intéressant. Ça pourrait être quasiment être un sujet complet, là, le marketing de performance versus le marketing plus féministe qui vient de la force féminine puis de l'énergie féminine. Fait que ça, c'est des sujets quand même intéressants. Mais aujourd'hui, on va parler un peu plus de la notion de développer une stratégie de contenu axé sur un lancement, puis comment on le fait de manière efficace. Donc, on va jaser de ça dans quelques instants. Mais d'abord, peux-tu nous parler un peu de ton processus créatif? Donc, présentement, tu es quand même active sur plusieurs plateformes. Tu es active entre autres sur LinkedIn, sur Instagram. Tu as développé un podcast également. Donc, peux-tu nous parler un peu de présentement ta stratégie? Ça ressemble à quoi? Ma stratégie, elle a vraiment évolué depuis que j'ai le podcast parce que avant ça, j'attrapais pas mal mes idées au vol selon les thématiques sur lesquelles je voulais travailler et je les développais en contenu spontanément sur les réseaux. Tu sais, je créais, mais c'était pas mal, pas beaucoup en avance, disons. Fait que, tu sais, j'alimentais ça avec les retours de clients, etc. Là, maintenant, ce qui a changé, c'est que je développe mes idées avec le podcast beaucoup plus. Je me suis rendu compte que ça me permet d'aller allonger, raffiner aussi, tu sais, le contenu, puis après ça, je prends mes épisodes de podcast, puis j'en tire des thématiques pour mes autres réseaux. Donc, exemple, pour faire des reels, pour faire des contenus sur LinkedIn et pour l'infolettre. Donc, ce qui a changé, c'est ça. Puis c'est une façon, je me rends compte, qui est plus durable aussi pour moi parce que au lieu d'avoir à tout le temps alimenter la machine d'idées à l'infini, ben dans un épisode de podcast d'une heure, il y en a plusieurs angles à couvrir, là. Donc là, de ce que je comprends, c'est que là, avant, tu étais un peu plus en mode comme
un peu intuitive sur le Ouais, moment. Puis là, tu parlais avec un client, tu avais une idée qui popait, puis là, tu développais un contenu un peu plus aligné à ça. Puis là, tu as comme ton podcast qui te permet, lui, d'être un peu plus en mode comme, bon, mais j'explore des sujets, puis de ces sujets-là, -là, tu es capable d'extraire plein de micro-contenus que tu vas décliner sur les autres plateformes. exactement. Puis ça me permet aussi exemple que justement, il y a quelque chose que j'ai traité avec une cliente en accompagnement, mais je peux aller développer l'idée plus que ce qu'on peut faire avec un post LinkedIn ou une infolette même. Fait que je me rends compte que je réussis à développer les idées davantage, puis après ça, c'est plus facile de créer le reste. Moins épuisant. Oui, puis je pense que aussi, en pré-entrevue, tu me disais, tu sais, aussi que ta vision est en train d'évoluer par rapport à la manière que tu veux faire ton marketing. Donc, tu étais très, très médias sociaux. Puis là, je pense que Mhm. ta vision par rapport à ça est en train d'évoluer puis de changer. Puis tu essaies de développer des contenus qui ont un peu plus, une plus longue durée de vie, si on veut, qui sont un peu plus axés sur des formats plus longs également. Oui, c'est ça. C'est que là, j'essaie de prioriser mes contenus longue durée d'abord, puis après ça, d'aller découler ça pour rester. Tu sais, moi, j'adore encore les réseaux sociaux, puis je trouve que c'est tellement une belle façon d'apprendre à connaître les gens de façon moins formelle. Exemple avec Instagram. Tu le sais, je fais tout le temps plein de stories. Tu sais, c'est quelque chose d'important pour moi pour connecter, mais pour aller amener du contenu de valeur, je trouve que c'est plus intéressant d'aller le développer justement sur une plateforme où je sais qu'il va vivre plus longtemps que mettre 2 heures sur un carrousel qui disparaît en dedans d'une semaine. C'est aussi une question de gestion d'énergie. Tu sais, avoir le temps, j'aime ça le faire, mais là, je sais que je veux mettre moins de temps sur certaines tâches pour en avoir plus sur d'autres. Ouais, donc d'apprendre justement à mieux prioriser, puis apprendre aussi à développer des contenus de manière différente. Ton processus créatif, comment tu le définirais? C'est-tu un processus qui est plus planifié, qui est plus intuitif? C'est très intuitif. Moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps une idée là, en arrière de la tête, un peu tout le temps. Fait que souvent, je vais aller attraper des bribes de conversation ou aller voir, tu sais, dans des groupes Facebook, peu importe. Je m'alimente de la clientèle que je vise et de mes clients. Mais aussi, des fois, je prends une marche, puis là, j'ai une idée, puis je prends des notes pour me dire comme, OK, là, je sais que je tiens un filon. Mais j'ai l'impression que quand je m'assois pour écrire, souvent, le filon, il est déjà pas mal développé. Je suis rendue à le mettre sur papier, mais il y avait déjà, tu sais, la réflexion derrière tout ça. Euh, Ce qui m'aide à garder quand même le cap parce que, tu sais, on parle là, moi, j'en crée beaucoup du contenu, mais si on veut donner, mettons, une astuce concrète pour quelqu'un qui commence ou qui en fait moins, c'est d'avoir vraiment des grandes lignes d'idées qui vont changer par trimestre environ selon mes offres actuelles, etc., mes objectifs. Mais je me base là-dessus pour après ça décliner à partir de mes idées. Fait que c'est comme, je dis que c'est de l'intuition organisée, là, c'est comme un mélange. Ouais, ça ressemble beaucoup à mon processus créatif, j'ai l'impression. Mais donc, si je comprends bien, c'est toi ton point de départ, même si c'est très intuitif, ton point de départ est quand même aligné à tes offres, puis un peu justement tes thématiques trimestrielles, admettons. Ouais, Donc beaucoup axé sur tes objectifs d'affaires, tes offres. Et donc, tu pars de ça pour développer tes idées et tes thématiques que tu vas adresser un peu plus pendant un trimestre. oui, c'est ça. Ce qui a changé, c'est qu'avant, quand j'ai commencé, je pense que j'aurais publié point. Tu sais, parce que j'aimais mon idée puis je voulais qu'elle sorte là. Maintenant, je prends le temps puis je choisis plus selon où je m'en vais. Puis justement, dans ce processus-là d'essayer d'être plus stratégique, plus aligné à nos offres, peux-tu nous parler peut-être un peu de justement comment toi tu fais pour t'assurer que dans le fond, dans ton calendrier de contenu, euh, comme quand tu vas quand tu vas développer tes idées et tes contenus, que ça soit vraiment bien aligné à tes offres, que tu n'as pas des contenus qui se passent à côté de ça. Hmm. J'essaie de tout le temps m'asseoir sur tu sais, avec mes objectifs pour savoir, OK, c'est quoi mon focus en ce moment, ce mois-ci, ce trimestre-ci. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'outils sur ça, là, puis on veut te faire plein de réflexions, patati patata, là. Mais concrètement, c'est quoi, tu sais, où je veux m'en aller en ce moment avec mon entreprise. Puis, je me mets comme des mots-clés, des grandes idées. Puis après ça, ben, je reviens toujours. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup d'intentionnalité. Tu sais, c'est de revenir à oui, mais c'est quoi mon intention avec ce contenu-là? C'est quoi mon intention pour mon entreprise en ce moment? Euh,
Donc, c'est vraiment d'aller tout le temps refaire un peu la réflexion. Puis ça, c'est un muscle qui se développe. Je pense au début, Mhm. c'est plus difficile de toujours y penser, mais plus on fait cet exercice-là, ben à un moment donné, tu le sais, tu es capable d'aller piger dans tes contenus. Mais je dis piger dans mes contenus parce que c'est pas vrai que je recrée mon contenu à chaque trimestre, là. J'utilise beaucoup de recyclage, compostage. Oui, recyclage et j'aime bien le terme compostage. On dirait que c'est encore Ouais, plus c'est green. plus beau. Mais Ouais. aussi, qu'est-ce qui est intéressant, je pense, du terme compostage, c'est le fait que on dirait que tu sais, te laisser le temps à ton contenu de se retransformer au complet avant de le réutiliser. Une notion qui est quand même différente du recyclage, là. Mais fait que Ouais, comment tu l'organises toute cette portion-là de ta stratégie dans la portion recyclage slash compostage? compostage, ouais. Ben, je vais donner un exemple concret. En début d'année, je suis partie un mois en vacances avec ma famille, puis vraiment, le but, c'était que j'ai pas à créer du contenu pendant un mois, mais c'était le mois de janvier, puis je voulais pas arriver en février puis avoir raté un mois on dirait, de momentum de l'année. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vraiment voir mes stats. Puis je suis allée de façon aléatoire dans le sens où je voulais voir, oui, tu sais, exemple, c'est quoi les posts qui avaient eu le plus d'interactions, mais j'ai un peu séparé ceux qui avaient eu le plus d'interactions, de commentaires, etc., de ceux qui avaient juste eu le plus de réactions. Puis là, j'ai créé un rythme dans mes publications que je choisissais, fait que je me suis dit, OK, là, si je fais juste y aller vraiment, tu sais, avec mes contenus les tops de l'année, ça marchera pas parce que je vais avoir ma courbe, tu sais, de momentum, elle va juste monter, puis à un moment donné, elle va redescendre. Fait que j'ai créé comme un rythme de publication où j'alternais entre ça, je sais qu'il y a beaucoup d'interactions, ça, je sais qu'il y a beaucoup de réactions, etc. Euh, Puis je suis allée essayer de cibler les contenus qui étaient le plus alignés avec ce qui s'en venait, veux pas. C'est parce que je savais déjà que j'allais commencer à offrir de plus en plus des offres, des ateliers, etc. sur les lancements. Et que c'est important pour moi que ça commence déjà ce positionnement-là, même si moi, je n'étais pas là. Ce qui arrive, c'est qu'avec comment on apprend à connaître de plus en plus notre audience puis notre clientèle, ben quand je le regarde de nouveau, le contenu, je sais qu'est-ce que j'ai moins aimé. J'ai un regard neuf, fait que je suis capable d'aller tweaker des petites choses sans que ça soit des gros changements, mais qui font une grosse différence. C'est la magie de, tu sais, c'est pour ça que je pense que compostage, c'est intéressant, parce que c'est ça, c'est que là, j'ai laissé le temps à l'idée de mûrir, puis moi, j'ai plus le même regard, je suis détachée, je suis capable d'aller modifier au besoin, là. Fait que super intéressant. Donc, de ce que je comprends, évidemment, tu sais, c'est super important. T'es parti de tes meilleurs contenus, ceux qui avaient le mieux performé en termes d'interaction. Puis après ça, ben, ce que tu fais, c'est que tu viens les revisiter. Fait que tu les republies pas tels quels, mais tu essaies de voir comment tu as pensé à l'évoluer sur ce sujet-là. Puis tu viens modifier un peu. Est-ce que tu modifies aussi juste la portion rédaction? Est-ce que tu as créé des nouveaux visuels? Côté justement la création, quand tu as revisité, est-ce que tu as changé les formats ou c'était pas mal les mêmes formats? Ça dépend. Des fois, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un contenu exemple que j'ai publié sur LinkedIn et que j'avais pas utilisé encore sur Instagram. Fait que là, je vais aller créer un format plus adapté à Instagram pour alterner. Euh, Souvent, je t'avouerais que moi, là, c'est ma bête noire, là, les visuels. Je trouve que ça me prend beaucoup de temps pour le résultat que j'obtiens. Je suis clairement pas graphiste. Même si j'ai un branding, tu sais, c'est pas naturel. Fait que souvent, j'essaie de simplifier ça. Là, étant donné que j'étais en voyage, j'ai joué avec ça aussi. Tu sais, j'ai inséré, des fois, j'avais juste un texte, puis j'insérais une photo de voyage. Fait que puis c'est là où ça a l'air simple dit de même parce que je suis habituée, mais tu sais, c'est de se laisser, je pense, la liberté de jouer un peu dans ce terrain-là, justement. Si on veut rendre ça plus accessible, c'est de se dire, OK, tu sais, là, j'avais ce contenu-là, il a bien fonctionné, mais maintenant, j'ai un nouvel angle que je veux explorer. Comment je peux présenter ça différemment? Oui, tout à fait. Puis justement, tu sais, tu dis, bon, mais là, euh, t'as retravaillé un peu tes visuels ou t'as développé ta stratégie en fonction du temps que tu avais. Ça Mhm. ressemble à quoi à peu près ton horaire dans une semaine en termes de création de contenu? Combien de temps t'investis par semaine à peu près? Puis ça ressemble à quoi comme la manière que tu gères tes tâches? C'est plus en mode batch? T'es plus en mode comme un peu à tous les jours? Ça ressemble.
il y a des semaines où ça va jusqu'à 10 heures. Tu sais, si on est en semaine d'enregistrement pour le podcast, puis là, je veux l'utiliser le plus possible, ça peut facilement monter à 10 heures. Puis moi, je fais des semaines de 25-30 heures, fait que c'est quand même une bonne portion de mon temps qui est là-dessus. Mais en moyenne, j'essaie de garder ça à 5 heures pour comme équilibrer. J'ai bien de la misère à batcher. Moi, je suis quelqu'un qui attrape ses idées, tu sais, au vol, comme je disais. Fait que souvent, c'est là, ça vient, je sais que c'est le bon moment pour ça, ou ça mijotait déjà, puis je le sais. Exemple, ce matin, je savais que je voulais envoyer une infolettre pour mon atelier qui s'en vient. Ben, le contenu il était déjà là. Je savais que j'avais un extrait que je pouvais réutiliser. Il me restait à le programmer. Donc, c'est rendu très fluide comme façon de faire. Puis moi, ça me permet de pas m'ennuyer parce que je suis quelqu'un qui pourrait pas faire, je peux pas faire 5 heures de temps en même tâche dans ma journée. La qualité va descendre Ouais. les publications. As-tu commencé à intégrer l'intelligence artificielle justement dans ton processus créatif, dans ton processus de création de contenu pour justement soit venir essayer de sauver du temps ou juste te permettre de brainstormer ou Je l'utilise vraiment beaucoup. Puis j'aime ça l'utiliser de différentes façons. Je vais l'utiliser en rédaction pour me faire des premiers gestes, souvent exemple pour une infolette. Je trouve ça intéressant, ça me permet de développer mes idées, puis après ça, d'aller peaufiner au niveau de ma signature, tout ça. Je l'utilise aussi en mode brainstorm. Exemple, tu sais, je disais des fois les idées, ils m'accrochent là. Ben, la fonction vocale avec moi, j'ai ChatGPT 4 avec l'abonnement. La fonction de dictée vocale est tellement réussie, tellement précise que je suis capable de dicter mes idées. Donc, quand ça me vient en idée, ben, je peux lui faire la dictée puis garder mes idées comme ça. Des fois, il va y avoir des suggestions, des fois, je les utilise pas, mais ça me permet tout le temps d'avoir comme quelqu'un à qui bouncer mon idée et non pas juste de la sauvegarder pour moi-même, là. ouais, ça, j'adore cette idée-là parce que moi, on dirait souvent, quand je reviens d'un événement, comme soit je donne une conférence ou je suis en contrat événementiel, par exemple, souvent dans la voiture, en me rendant ou en revenant, on dirait que c'est là que je suis vraiment Mhm. dans un flow créatif, puis je suis pas en mesure de prendre des notes, justement. Donc, j'adore. Souvent, moi, je m'envoyais des messages via Messenger là, Les en messages version vocaux. audio, ouais, un message vocal sur Ouais. Messenger pour essayer de capter l'idée puis pas l'oublier. Mais j'adore cette idée-là de l'envoyer directement à ChatGPT, que lui peut te le Il fait la retranscrire transcription. exactement. Fait que là, tu sauves encore plus de temps, puis à la limite, tu es capable de commencer déjà à rédiger ton post à voix haute. Oui. Oui, puis l'avantage que j'y vois justement, c'est que on est plus proche de l'oralité. Fait que même quelqu'un qui a de la misère, tu sais, qui se fait tout le temps dire, ah, mais là, faut t'écrire comme tu parles, puis c'est trop corpo, ben, l'enregistreur vocal, ça peut vraiment permettre ça parce que là, tu as la bonne transcription, tu sais, ça te sort pas des mots trop corporatifs ou que tu n'utiliserais pas. Puis, plus j'apprends à l'utiliser, justement, ChatGPT, plus je suis capable de lui demander ce que je veux là-dessus, tu sais, parce que des fois, il recrée des trucs, puis c'est la critique qu'on entend, là, les personnes qui l'utilisent moins, ils sont comme, ouais, mais tu sais, c'est comme redondant, ou c'est pas assez inventif, ou, mais faut leur, tu sais, faut le dire, là. Moi, je suis la plus grande critique de mon intelligence artificielle. C'est ça qui fait la différence, beaucoup, tu sais, fait que c'est, ouais. Donc, dans tes prompts itératifs, comme quand fait que là, tu commences par lui donner un peu lui dicter un peu ton idée de contenu, puis là, après ça, tu Ouais. lui prompts pour essayer de lui dire, comme, tu peux-tu compléter ou me rajouter un paragraphe sur tel sujet, puis là, il te le sort, puis là, après ça, tu dis, non, ça, c'est trop corpo ou c'est trop... Ouais, moi, euh, j'utilise pas ces mots-là. Moi, je tutoie ma clientèle ou peu importe. Euh, L'autre chose aussi que je fais, qui est comme un hack vraiment rapide, là, c'est j'ai besoin d'aide pour, exemple, rédiger mon infolettre. J'aimerais parler de tel sujet. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour m'aider à le rédiger? Fait que là, il ouais, me sort des questions. Puis là, je ouais. réponds aux questions. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller pousser plus loin les fonctions, puis d'aller faire, là, on parle de prompt itératif, c'est ça, c'est d'aller voir comment je peux faire un prompt en plusieurs étapes. Et non pas m'attendre à ce que du premier coup, ça soit la bonne recette, si on veut, tu sais, la bonne commande qui Ouais. sort. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, tu sais, comme tu disais tantôt, ça dépend un peu de la tâche que tu veux lui faire faire. Là, dans le Mhm. fond, effectivement, que des fois, tu sais, comme donc
de lui déléguer une tâche complète, c'est pas l'idéal, mais d'être un peu plus en mode back and forth, puis discussion Ouais. avec pour essayer de brainstormer, c'est là que ça devient intéressant. Justement, ben, d'un côté, tu as ChatGPT qui peut venir t'aider, mais c'est quoi ton plus grand défi quand vient le temps de créer du contenu? Mon plus grand défi, c'est d'accepter que je peux pas développer toutes mes idées. J'ai vraiment de la misère à... Tu sais, des fois, c'est correct de la laisser aller, l'idée, là, puis de dire, comme, elle va revenir ou elle reviendra pas. Euh, Fait que, tu sais, ça revient à l'intentionnalité quand je disais tout le temps de revenir à son intention, mais quand tu es quelqu'un de très créatif, moi, ce que je vis, c'est que j'en ai tout le temps des idées. Des fois, elle est peut-être pas si bonne, l'idée, mais quand elle pop, elle a l'air excellente. Fait qu'il faut que j'apprenne à comme créer un peu une distance puis me laisser le temps parce que en début de parcours entrepreneurial, je pense que je me suis fatiguée à créer du contenu juste parce que j'avais des idées, Puis c'était peut-être pas nécessairement la bonne idée pour mes intentions, mes objectifs actuels. Tu sais. C'est super intéressant, tu sais, parce que on parle d'être stratégique, mais c'est rare qu'on utilise le mot intentionnel. Mhm. Comment tu comment tu définirais la différence entre stratégique et intentionnel dans une stratégie, dans de la rédaction, Ouais. dans de la création de contenu? Ben, pour moi, ça va vraiment ensemble parce que si tu me demandes c'est quoi ma définition de stratégie, c'est des actions posées avec intention. Fait que j'ai l'impression que on a peut-être une méconception du mot stratégie. Tu sais, les stratégies, c'est pas comme aller reprendre dans un livre, tu sais, les personnes qui jouent aux échecs, là, t'as toutes les parties, là, avec toutes les séquences, là. Mais Mhm. la stratégie, c'est pas de refaire exactement tous les mouvements que le grand joueur d'échecs a fait. C'est d'aller revenir à qu'est-ce que j'ai devant moi comme situation, puis qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Donc, je pense que c'est plus la méconception de stratégie. Parce que pour moi, c'est relié. Tu sais, ma stratégie, il faut qu'elle m'amène à atteindre mon objectif, mon intention, peu importe. Ce que ça change, par exemple, de parler d'intention, je pense que c'est au niveau de un peu comme tuer le bruit extérieur. Tu sais, parce que si je te parle d'intention, là, c'est plus vers soi et non pas vers les objectifs qu'on pense que tout le monde veut qu'on atteigne. Ouais, puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ton intention, elle part de toi, mais Mhm. encore une fois, il faut faire attention parce que c'est notre intention, mais il faut quand même que on twist le contenu de la manière à ce que ça parle à notre clientèle cible de choses qui les intéressent eux. Fait que Ouais. ça part de notre intention, mais ça doit quand même parler à notre clientèle cible. Il y a comme une grande dualité là-dedans. Tu sais, il faut que ça reste, Mm. que ça vienne de nous, mais pour servir l'autre, pour comme soutenir l'autre, peu importe. Communiquer avec l'autre, veux pas, tu sais, la Exact. création de contenu, c'est pour communiquer, en fin de compte, là. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque?
Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. On va parler d'un peu plus de ta spécialité en termes de création de contenu pour spécifique à un lancement. J'aimerais ça peut-être que tu me parles, tu sais, comment on est intentionnel justement pour planifier un lancement. Tu sais, je remarque, moi, que souvent, quand les gens sont en mode lancement, ben là, on dirait qu'on veut s'assurer là, d'être présent, puis de show up quasiment à tous les jours, plusieurs publications, puis là, sur toutes les plateformes. Puis là, on dirait que on n'est pas dans l'intention, on est dans la quantité, puis dans la vraiment là, fait que c'est pas très stratégique, c'est plus comme de l'exécution, puis on pense que quantité égale justement cette notion-là d'intention. Comment on fait pour planifier sa stratégie de contenu de manière à ce que ce soit d'un côté, oui, stratégique pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais que ce soit fait de manière intentionnelle, justement, de manière à ce que ça vienne pas avoir l'impact inverse de ce qu'on souhaite, donc que ce soit efficace, mais sans que ça soit overwhelmant pour notre clientèle cible. Ben, l'étape 1, c'est de revenir à son intention avec son lancement. Fait que, tu sais, exemple, puis moi, je fais la différence entre, tu peux avoir un lancement que tu fais juste pour de la visibilité, puis comme bâtir ta communauté, etc. Tu peux avoir des lancements vraiment d'offres où là, ton objectif, c'est de faire X nombre de ventes ou, tu sais, d'aller asseoir ta crédibilité, peu importe. Mais c'est vraiment de s'asseoir puis de dire, OK, c'est quoi vraiment mon objectif en ce moment? Pourquoi je veux faire un lancement en ce moment? Puis après ça, ben, c'est d'aller voir comment il y a un lien entre notre offre puis la personne à qui on veut l'offrir. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que le chemin entre ce que j'ai à offrir puis la clientèle, ton audience, il est pas clair pour vrai. C'est souvent la personne, ton audience, tu vas lui présenter puis elle va pas tout de suite faire comme ah ok oui j'ai besoin de ça. Mais nous c'est là qu'on veut se rendre. À ton moment de lancement actif, l'objectif ça serait de dire là maintenant tu peux acheter mon offre, que ce soit un produit, un service, peu importe, une formation, puis que les personnes dans ton audience aient envie de se jeter dessus, dans le fond. Tu sais, si on revient à ça, c'est qu'on veut se dire comme, OK, go, les gens sont prêts. Puis ça, mais ça se passe avant le lancement. C'est ça qui arrive souvent. Fait que c'est d'aller revenir à qu'est-ce que les personnes ont besoin de comprendre de mon offre, comprendre de leurs problèmes, de leurs désirs pour voir que c'est exactement adapté à ce qu'ils veulent avoir. Tu sais, fait que c'est au niveau de l'éducation, beaucoup, de la clientèle, comment je fais pour éduquer mon audience à sa problématique actuelle, au fait que moi, je comprends sa problématique et que j'ai une solution à cette problématique-là. Puis ça prend pas une semaine, ça. Tu sais, des fois, un lancement, c'est comme une semaine, 2 semaines. Mais faire tout ce chemin-là, à moins que ça soit une offre déjà bien connue, ça prend pas juste une semaine, ça prend souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Fait que ça demande de se préparer plus d'avance que ce que les gens font la plupart du temps. Ouais, puis ça, c'est quelque chose de vraiment important que tu mentionnes parce que ton, ton lancement est un moment clé, mais c'est un ramp-up avant. Puis c'est souvent, ben, on doit aller faire de l'acquisition d'audience en vue du lancement. Parce que, tu sais, en réalité, il y a une stat qui dit qu'il y a à peu près juste 5% d'une clientèle cible qui est prête à acheter à un moment X. Donc, même si dans ta stratégie de lancement, tu es en mode comme OK, je vais éduquer ma clientèle cible ou quoi que ce soit, mais dans ta fanbase, c'est à peu près juste 5% des gens qui sont prêts à acheter. Donc, avant ça, tu veux aller agrandir ce 5%-là, donc ton audience, et donc essayer de te faire découvrir par des nouvelles personnes. Donc, dans ta stratégie de contenu, comme tu le dis, la clé, c'est vraiment de bien comprendre son parcours client pour essayer Ouais. d'aller définir justement les différentes phases de lancement. En fait, tu as une phase de lancement que tu es comme en pré-lancement, si on veut. Ouais, c'est ça. C'est le sujet de l'atelier de cette semaine. Tu sais, c'est de préparer justement avant même de parler de ton offre, ton audience, d'aller chercher tes chiffres. Tu sais, on parlait d'intention puis d'objectif. Si j'ai un objectif de vente puis que quand je calcule mon 5% à peu près, je suis complètement hors champ puis j'atteins pas mes objectifs de vente. Ben, la priorité avant d'investir plein de temps en lancement, c'est d'investir dans l'acquisition
d'une plus grande audience, tu sais, d'aller comme rejoindre plus de gens et de se faire découvrir. Ouais. Fait que ça, c'est Ouais. la notion de pré-lancement. Ça veut dire que là, tu es en mode un peu plus comme acquisition de nouvelles audiences. Et donc là, par rapport à tes thématiques puis ta stratégie de contenu, j'imagine que donc, tu es en train de t'adresser à des gens que peut-être qu'ils savent qu'ils ont un problème ou qu'ils savent pas nécessairement qu'ils ont un problème, mais ils ne te connaissent pas encore. Fait que là, c'est devenir un peu plus d'être en mode, j'imagine, établir ta crédibilité, puis te faire découvrir. Donc, ça ressemble à quoi un peu les thématiques qui peuvent être intégrées dans ta stratégie de lancement, ben, pré-lancement? Mais ça va être d'aller essayer de vraiment retourner à la base. Tu sais, dans les notions que souvent on se dit, ben non, c'est évident, ben dans l'audience qu'on veut qu'ils nous découvrent, c'est pas évident, là. Fait que, tu sais, c'est d'aller réfléchir à comment je peux éduquer sur, bon, OK, là, ils connaissent déjà la problématique, comment moi je peux montrer que je travaille avec des personnes qui ont cette problématique-là, par exemple. Ça peut être de dire comment est-ce que je peux montrer ma vision à moi, tu sais, unique sur cette situation-là. Comment je peux, c'est ça, tu sais, amener les gens à voir que moi, je comprends leurs points maintenant, mais aussi que j'ai des solutions intéressantes. Puis souvent, en phase de découverte, je pense qu'on veut, puis tu me diras aussi ce que tu en penses, mais je pense qu'on veut surtout se sentir compris. Tu sais, on Hmm. veut surtout sentir que la personne, elle a peut-être quelque chose à dire qui fit avec moi parce qu'elle me comprend. Fait que j'aurais pas l'impression que c'est désaligné avec ce que moi je veux. Euh, Fait que c'est beaucoup orienté sur l'autre, je pense, au final, tu Tout à sais. fait. Ouais, ouais. Puis, effectivement, que de parler, puis moi, j'en parle souvent en formation ou en accompagnement stratégique, mais euh, au-delà du fait de dire de comprendre, c'est même à la limite d'utiliser les mêmes mots. Tu sais, fait que Mhm. dans le wording, dans les phrases, dans les expressions ou quoi que ce soit, c'est d'essayer d'aller utiliser exactement les mêmes mots pour démontrer que je te parle dans le même langage aussi. Fait que soit il y a notre branding qu'on veut, puis notre positionnement de marque en termes de copywriting, puis tout ça, mais je pense aussi que c'est important de s'assurer que, ben, au-delà de juste comme avoir notre positionnement puis notre copywriting, c'est de s'assurer qu'on l'écrit dans les bons mots pour qui va résonner avec notre clientèle cible. Oui, puis d'aller dans un vocabulaire souvent qui est plus accessible parce que je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, tu sais. On veut, surtout en début ou quand on essaie de, tu sais, parler de crédibilité puis tout ça, on veut avoir l'air crédible, mais qu'on sort les termes puis la technique puis tout ça. Puis souvent, c'est comme du contenu, c'est qui répond à ces contenus-là? C'est tes concurrents ou, tu sais, ou tes collaborateurs, peu importe comment on veut les appeler. Mais tu sais, c'est des personnes qui sont au même stade que toi parce qu'ils reconnaissent ton langage. Mais Ouais, la personne qui a jamais, exemple, moi, là, qui veut parler de lancement, la personne qui a jamais fait de lancement, je peux pas commencer à sortir tous les termes de taux de conversion, puis de, tu sais, attends une minute, là, on va aller dans du langage accessible, puis on va aller utiliser des thématiques dans lesquelles on peut se reconnaître plus facilement, tu sais. exact. Exact. Puis justement, dans tes phases, fait que là, tu as le pré-lancement. Mhm. Ça, toi, tu recommanderais de lancer combien de temps d'avance cette phase-là, pré-lancement? Mettons, si tu as déjà une date de lancement prévu, ton pré-lancement, tu le vois à combien de temps d'avance? Ben, en fait, la date, elle devrait pas être prévue avant d'avoir fait cette réflexion-là sur ce que tu as besoin. C'est ça l'affaire. Puis c'est l'erreur, là. Moi, ça m'arrive vraiment souvent que je commence un accompagnement avec une cliente, puis je suis comme, attends une minute, ça marche pas. La date fonctionne pas. Parce qu'on a hâte, tu sais, on a hâte de sortir notre offre et tout ça, mais là, on se met à voir justement, OK, là, on a besoin d'éduquer ou OK, j'ai besoin de faire une acquisition d'audience parce qu'il me manque de personnes. Mais ça, on veut au moins, tu sais, souvent, je commence mes accompagnements 3 mois d'avance, mais c'est facilement, ton audience, c'est 6 mois d'avance quasiment que tu commences à bâtir ça si tu veux avoir un bassin intéressant quand tu vas sortir une offre. Mhm. Fait qu'en fait, c'est de retourner, je vais avoir radoté pendant cet épisode, de retourner à ton intention, ton objectif, puis après, tu vas pouvoir déterminer, tu sais, tes phases, ça va être quoi la durée, puis ça va être quoi, quand est-ce qu'on commence. Mais si tu pars avec déjà une audience réchauffée, tu sais, exemple que c'est quelque chose que tu as déjà lancé, puis que ton audience est déjà prête, là, on peut parler de comme, je me mets un trimestre, puis à la fin du trimestre, tu sais, j'aurai ma phase active. Mais si c'est complètement nouveau, ben là, on rajoute probablement un autre 3 mois là, pour l'audience. Donc, tu as une phase pré-lancement, tu as ton pré-lancement,
puis tu as ta Ouais, phase d'active, de ce que je comprends. ouais. Dans la portion pré-lancement, ça ressemble à quoi ta stratégie de contenu qu'on devrait avoir à l'intérieur de la phase pré-lancement? Tu es en momentum à cette phase-là. Tu veux créer l'engouement, tu veux créer la curiosité, tu veux... là, en ce moment, un exemple vraiment extraordinaire, c'est la tournée de Taylor Swift pour lancer son album, The Eras Tour, où pendant ses spectacles, elle a commencé à nommer le titre de l'album, à ajouter des indices. Fait que je suis en phase où je donne des petits indices pour créer de l'intérêt. Il y a une stratégie que j'ai entendue aussi, j'aimais vraiment l'expression, c'est breadcrumb strategy. Fait que c'est la stratégie des miettes de pain. Comme dans Hansel et Gretel, là, ça fait bien avec toutes mes thématiques. Mais tu sais, qui se laissent des miettes de pain pour retrouver leur chemin. Mais dans le fond, en pré-lancement, tu commences à laisser des petites miettes pour attirer tes clients vers ton offre. Donc, tranquillement, on met des indices. Tu peux mettre des coulisses, montrer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Si tu avais quelqu'un qui faisait ta page de vente, tu peux dire, ah, aujourd'hui, je rencontre telle personne pour la page de vente. Tu sais, on veut du concret qui nous mène à être curieux. Puis c'est aussi, je pense, une belle opportunité de impliquer ton audience dans l'offre qui s'en vient, poser des questions, voir justement comment ça va être reçu, parce que là, tu es capable, dans l'action, tu sais, de t'adapter à ça, puis d'être sûr que ton wording, justement, il est encore adapté là, à ta clientèle. Mhm, mhm. Donc, j'adore la notion de breadcrumbs, là. Ouais. C'est vraiment j'adore cette expression-là parce qu'effectivement, tu es en train de- d'implanter des petites idées à droite à gauche qui amènent ta clientèle cible, puis que ben, c'est pas assez gros à la fois pour que tout de suite j'aie besoin de commencer à prendre l'action ou à m'intéresser, mais de vraiment venir teaser si on veut. Ça Mhm. ressemble beaucoup, à mon avis, à la stratégie un peu plus de build in public, d'être un peu plus Ouais. comme de montrer des petits extraits, puis de poser des questions à notre clientèle cible, quoi que ce soit, pour les amener à eux autres même à se poser des questions puis à réfléchir en lien avec ton offre, quoi que ce soit. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant là, pour cette phase-là, un peu plus pré-lancement. Puis après cette phase de pré-lancement, c'est là qu'on rentre dans la phase de lancement plus active, où est-ce que là, l'objectif, c'est on est un peu plus en mode de conversion auprès de notre Mhm. audience. Donc, peux-tu nous parler un peu de cette phase-là, ce que tu recommandes un peu en termes de stratégie de contenu? Ben, moi, la première chose que j'invite mes clientes à se poser comme question, c'est comment est-ce que tu fais des ventes d'habitude? Puis on va aller essayer de reproduire ces stratégies-là. Parce que, tu sais, on parlait tantôt, là, des fois, les personnes tombent en lancement puis se mettent à créer du contenu, là, c'est intense. Puis c'est vrai, c'est facile de trouver plein d'angles de contenu qu'on peut utiliser pour communiquer sur l'offre. Mais à la limite, est-ce que c'est comme ça que je vais arriver à obtenir des ventes selon ce que j'ai à offrir comme service? Peut-être pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment de connecter avec son audience davantage que de juste être en mode, tu sais, show up, puis c'est tout. Je veux que tu ailles échanger avec les Mhm. personnes que tu penses qui vont être intéressées. Fait que c'est de travailler sur il est où mon fameux 5% qui devrait acheter logiquement, puis est-ce que moi, je leur ai parlé, est-ce que j'ai créé un lien avec ces personnes-là. À grande échelle, quand tu es en création de contenu, ça se manifeste dans est-ce que mon contenu est vraiment aligné avec les objections que j'entends au fur et à mesure. Euh, mais à petite échelle, puis à l'échelle de, tu sais, quand tu as une moins grosse audience puis que tu veux quand même avoir des bonnes conversions, ça peut être un petit message en DM, un petit courriel. Est-ce que tu as des questions? Veux-tu qu'on se prenne un appel? Fait que, je pense qu'il faut revenir à l'objectif d'une vente. C'est quoi? Ben, c'est d'aller faire un échange où les deux personnes sont gagnantes. À quelle personne est-ce que je pense que ça peut bénéficier mon offre? Puis pourquoi ne pas aller leur parler plus directement? Ou du moins de reproduire ça dans ma stratégie de contenu. Ouais. Que moi, j'ai déjà eu des clientes qui m'ont dit comme, hey, je me suis sensibilisée. Puis j'ai comme, ben, c'était ça le but. C'est ça que tu veux, là. Ah ouais, donc, ouais. Puis, j'ai entendu l'expression, tu sais, j'avais adoré ça, comme market sur la plateforme où est-ce que t'es, genre. Tu sais, Mm-hmm. puis souvent, puis tantôt, tu sais, comme quand tu dit, ah, ben, tu sais, va relancer en DM ou quoi que ce soit, puis d'aller Mm-hmm.
vendre, de prioriser là, dans tes conversions les ventes où est-ce que les ventes se réalisent pour vrai dans le vrai monde. Ouais. On dirait que ça m'a fait résonner ça, la notion de, tu devrais toujours marketer sur ta plateforme. Fait que, si tu fais de la pub sur les médias sociaux, ben de converser directement sur cette pub-là, puis pas d'amener la personne sur un site web ou quoi que ce soit. Donc, soit l'envoyer directement dans les DM, soit passer par les outils de formulaire en ligne là, directement sur la plateforme ou quoi que ce soit. Fait qu'on dirait que ça me fait penser vraiment à ton approche de dire, bon, ben, tu sais, si toi, tu as l'habitude, mettons, de plus vendre dans les DM ou en courriel ou en quoi que ce soit, ben, essayer de voir comment tu peux t'assurer d'aligner ta stratégie pour que ces actions-là de conversion se passent à ces endroits-là. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, puis tu sais, je pense que c'est aussi d'aller, parce que là, en lancement, là, on n'a pas parlé de la gestion émotionnelle, mais souvent, c'est stressant, c'est épuisant, puis il y a plein de choses. Fait que c'est important que la stratégie en place avant soit là pour soutenir toi qui est confortable dans ce que tu es en train d'avoir comme approche. Puis tu sais, c'est là le piège d'essayer d'être trop partout, d'essayer de trop en faire, c'est qu'à un moment donné, ben, ton énergie est pas la même, puis ça fait pas de vente, là, quelqu'un qui est fatigué, cerné jusqu'ici, puis qui est découragé, puis qui est démoralisé, tu sais. Fait qu'il faut le savoir-être en lancement, il prime. Fait que c'est, OK, où est-ce que moi ça va bien? Ben, je vais aller miser sur ces forces-là pour moi puis pour les autres. Parce que oui, tu sais, c'est moi, je suis confortable, exemple, d'aller avoir des conversations, peu importe. Mais c'est aussi, si c'est dans cette situation-là que je génère mes ventes la plupart du temps, ben, c'est que mon audience aussi, c'est comme ça qu'elle se sent bien, tu sais. Fait que c'est pas, puis tu sais, c'est de déconstruire que c'est pas envahissant non plus, là, de le faire comme ça, puis de... En fait, c'est moins envahissant, je pense, que de publier 4 reels par jour, puis... Ouais, ouais. Ouais. Puis, justement, tantôt, on parlait de faire attention à ne pas essouffler notre audience. Toi, c'est quoi tes guidelines que tu jases avec tes clientes? Tu sais, dire comme, bon, mais c'est quoi comme le juste assez? Tu sais, il y a tellement, tu sais, tantôt, tu disais, 3 publications par jour sur Instagram ou Ouais. une publication de feed, un reel, puis une stories puis des stories dans la semaine, ou tu sais, comme, as-tu un peu des guidelines pour dire, bon, mais tu sais, mettons sur LinkedIn, après 2 publications par semaine, tu sais, c'est assez ou... Le guideline, c'est d'aller avec tes habitudes habituelles. Puis quand je sais qu'on va avoir besoin d'être plus présent, ce que je dis à mes clientes puisqu'on travaille, c'est d'augmenter la fréquence de publication avant. Parce que je pense que ce qui fait un effet autant intempestif que désagréable, c'est quelqu'un que tu n'es pas habitué de voir dans ton feed tout le temps, puis que tout d'un coup, tu vois que ça. Fait que, tu sais, oui, c'est le fun de créer un effet de masse où tu as une belle visibilité sur les réseaux, mais d'aller vraiment avec ça ressemble à quoi normalement parce que ton audience, elle va être habituée à ça. Fait que ça peut créer un irritant parce que si l'audience n'est pas habituée à autant de contenu de ta part. L'autre chose, c'est que sur l'infolettre, on peut vraiment diviser. On peut vraiment dire avec des tags, dire comme OK, si tu veux pas recevoir les informations sur cette offre-là, clique ici, puis s'assurer qu'on n'envoie pas les courriels aux personnes qui sont pas intéressées. C'est plus difficile de le faire avec les réseaux sociaux. Fait qu'à ce moment-là, c'est que si vraiment on voit qu'on veut créer cet effet-là d'être partout, tu sais, un effet comme de visibilité plus intense, ben, il faut être intéressant. Tu sais, il faut vraiment comme s'assurer qu'on amène des nouvelles idées, qu'on n'est pas juste en mode vente, 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 mais plutôt en mode réflexion, connexion. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi dans le contenu qu'on crée. Si ton post, c'est juste de parler de ton offre à répétition pendant une semaine, Ouais. ouais, fait que c'est peut-être dans les angles aussi. Mais assurément, il n'y a pas juste un guideline qu'on peut garder. Je pense que ça dépend vraiment. Mm. Puis, en terminant, bon, ben là, admettons, t'as ton lancement, donc on a eu l'offre, pas l'offre, mais on a eu l'étape pré-lancement, la phase pré-lancement, la phase active, puis après ça, il y a le post-événement. Ouais. Post-événement, tu sais, souvent, on se rend compte comme, gros événement, puis après ça, ouf, on est essoufflé, on n'a pas prévu nécessairement de contenu pour le après, mais ce après-là, il est pas important là, dans le fond, que tu aies une offre evergreen ou pas.
ben le post-lancement, tu sais, c'est peut-être les gens qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas passé à l'action, ben, peut-être ils ont juste manqué le momentum ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même une portion qui est importante de garder pour le post-lancement. Ça ressemble à quoi, toi, tes recommandations pour cette portion-là, pour cette phase-là? Ben, je pense que ça va dépendre un peu, tu sais, justement, si tu es en evergreen ou ton offre est toujours disponible ou pas. Mais la base en post-lancement, il y a vraiment une grosse étape numéro un, là, puis c'est de célébrer, peu importe, puis comme d'aller noter de quoi je suis fière dans ce lancement-là, et de prendre du temps de repos. Puis quand l'énergie est descendue, moi, souvent, là, j'ai comme un gros rush d'adrénaline, puis après ça, j'ai une migraine. Fait que là, je finis mes derniers trucs, puis là, la migraine, elle embarque, tu sais. Fait que je sais qu'il faut que je me repose, mais c'est de s'aménager du temps dans l'horaire pour faire ça. Puis après, quand l'émotion est redescendue, ben là, on peut vraiment, de un, aller faire un post-mortem, analyser, etc. Mais aussi au niveau de l'audience, d'aller montrer les behind the scenes que peut-être on n'était pas prêt à montrer pendant parce que c'est stressant. Peut-être aussi que c'est de montrer des gens qui utilisent, si c'est un outil, c'est d'aller montrer les gens qui sont en train d'utiliser l'outil, d'aller parler des clients qui ont acheté, d'aller sortir des témoignages au fur et à mesure qu'ils sortent, de ne pas hésiter à montrer des témoignages, d'aller comme garder l'effet de il y a quelque chose qui est arrivé, puis voici l'offre, pour que la personne qui a peut-être pas acheté maintenant, on continue de la préparer. Tu sais, on veut surtout pas que tu parles tellement jamais de ton offre que là, la prochaine fois que tu veux faire ton lancement, tu repars à zéro un peu Exact, dans exact. ton éducation, là. Ouais, ouais. Est-ce que dans les différentes phases de lancement, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas adressées que tu aurais aimé qu'on partageait? Ben, pour vrai, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Je pense que ce que j'aimerais vraiment dire à tout le monde, tu sais, qui a jamais fait de lancement, etc., ou qui se prépare à en faire, ou qui a horreur des lancements, c'est vraiment de comme s'accorder que ça soit slow au niveau des ventes, parce que souvent, ça, c'est quelque chose qui fait peur. On se fixe des objectifs. Là, on vous a parlé de statistiques, tu sais, qu'on parle d'environ 5% de conversion dans une audience. Souvent, avec un tunnel de vente, par exemple, avec un webinaire, ça sera même pas 5% de toute ton audience, ça va être 5% des personnes qui étaient au webinaire. Donc, tu sais, c'est d'avoir des attentes réalistes pour se préparer plus sereinement à ce que peut-être qu'il n'y en aura pas de vente ou peut-être qu'ils vont arriver tardivement. La courbe de lancement qu'on observe de plus en plus, c'est une courbe en J où il y a comme peut-être une ou deux ventes au début, puis après ça, ça creuse, puis il y a très peu qui se passe, puis c'est à la toute fin que les ventes augmentent. Fait que c'est d'être conscient que c'est normal d'atteindre un creux, puis d'être en gestion émotionnelle pendant ce temps-là en lancement et non pas en train d'essayer de recommencer tout, tu sais, ou de tout changer parce que là, j'ai fait quelque chose de pas correct. Des fois, c'est juste le temps. Faut maintenir le cap puis prendre soin de soi pendant ce temps-là, tu sais. Puis Ouais, c'est puis ça, pas se nécessairement réconcilier. double down puis comme essayer de faire deux fois plus de contenu parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat puis que là, au final, ça a Ouais. l'effet inverse. Ou Donc, complètement de demeurer disparaître. intentionnel. C'est ça. Oui, tout le temps. C'est tout le temps ça. Pour vrai, il faut revenir à son intention. Puis, tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire après. Là, on ne contrôle pas ce qui va arriver. Mais de pas disparaître aussi. Moi, j'ai Hmm. vraiment des clientes que j'ai chicanées, là, des amis entrepreneurs que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec ton offre? Ah ben, elle vendait pas, fait que j'ai arrêté. Ça, tu perds toutes tes données. Tu perds Hmm. toute l'information que tu pourrais avoir pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire la prochaine fois? Toutes les personnes qui peut-être avaient juste besoin de t'entendre en parler 3, 4 fois de plus, tu sais? Ouais. Ouais. Ouais, puis moi, j'ai fait ben, pas cette erreur-là, parce que c'était pas une erreur, c'était pas voulu, mais quand j'ai fait le lancement de la machine à contenu, j'avais préparé mon lancement, puis j'avais préparé vraiment mon pré-lancement, j'avais super bien fait. Mais moi, c'est une offre evergreen. Puis après le lancement, je suis tombé dans le rush, puis là, j'avais plus de temps pour la création de contenu, donc j'ai pratiquement pu parler de cette offre-là, puis ça, j'ai fait cette erreur-là. Le podcast parle un peu de la machine à contenu. Il est sur mon site web, mais effectivement que moi, ça, j'ai fait cette erreur-là. Et tu vois, même là, des fois, j'ai encore des ventes de la machine à contenu alors que j'en parle jamais. Faudrait que j'en parle plus souvent. Imagine si t'en Et parlais. j'ai quand même des ventes. Puis à chaque fois, je fais comme, ah ouais, hein, faudrait vraiment que je Ouais. jette à mon calendrier de contenu.
Ben c'est ça, tu sais, quand on parlait d'objectifs, des fois, c'est juste de se glisser un petit comme, OK, là, je vais Mm. réveiller mon offre un peu Exact. avec des témoignages. Pour vrai, les témoignages, ça non plus, on n'en a pas parlé, mais c'est tellement une Ouais. perle de contenu là, pour la stratégie puis pour toi, pour tes offres. Mais tu sais, tout le monde aime ça, voir des beaux témoignages là, avant d'acheter quelque chose. Si on rentre dans la zone des questions éclairs, si Oui, je te posais la question, quelle est ta plateforme préférée? hey, j'ai de la misère à décider. Non, OK, Instagram pour la spontanéité parce que ça nourrit mon besoin de connecter. Quel est un outil ou une application essentielle dans ton workflow pour la création de contenu? ChatGPT, vraiment, Euh, ça m'empêche de rester bloqué. As-tu un ou une créatrice de contenu préférée qui t'inspire? En ce moment, c'est vraiment, on en a parlé hors entrevue, là, le podcast de Tara McMullen, What Works, qui me fascine complètement. Elle partage du contenu vraiment intéressant pour les entrepreneurs et créateurs de contenu. Puis, je finis tout le temps son épisode en ayant appris quelque chose, mais elle m'absorbe tout le long. Fait que c'est vraiment Hmm, inspirant. très cool. Maude, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce que tu veux envoyer les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi? Ben, là, j'ai dit Instagram, c'est ma plateforme préférée. Fait que je pense que si vous voulez voir toute la pétillance de mon énergie, ça se passe là. Et sinon, sur le podcast, Sauvagement Sincère. Je suis aussi active sur LinkedIn, mais vraiment, si tu veux me découvrir plus personnellement, podcast, Instagram, je pense que c'est les deux bonnes avenues. Merci Maude pour tes belles pépites d'informations. C'était super bon. Merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce moment-là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec eux aussi, j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!